Je veux commencer par une question que tout analyste militaire sérieux devrait se poser en ce moment. Pas une question sur les missiles, pas sur les drones, pas sur les images spectaculaires d'explosions illuminant le ciel nocturne israélien. La question est celle-ci. Qu'arrive-t-il à la force aérienne la plus avancée du Moyen-Orient quand elle manque de carburant? Pas quand ses avions sont abattus, pas quand ses pilotes sont tués, pas quand ses bases sont criblées de cratères. Ce sont les formes dramatiques de destruction de la puissance aérienne qui remplissent les manchettes et dominent l'imaginaire public, de ce à quoi ressemble une défaite militaire. Ce que je pose ici est plus silencieux, plus lent et, à bien des égards, plus décisif que toutes ces fins spectaculaires. Que se passe-t-il lorsque le carburant n'est tout simplement plus là? Quand les équipes au sol terminent leur vérification avant vol, quand les pilotes montent dans le cockpit d'un F-35 de 100 millions de dollars, quand les ordres de mission sont donnés, que les données de ciblage sont chargées, puis que le camion-citerne arrive vide, parce que le dépôt d'où il devait s'approvisionner a été détruit 12 heures plus tôt, et que le dépôt précédent a été détruit 18 heures plus tôt, et que chacune des 20 installations de stockage et de distribution de carburant qui constituent l'épine dorsale logistique de la puissance aérienne israélienne a été réduite à de l'acier en feu et à un sol contaminé par campagne de frappe iranienne d'une précision et d'une ampleur auquel personne, ni à Tel Aviv ni à Washington, n'était préparé. En 30 ans, d'analyse du fonctionnement réel de la puissance militaire, non pas dans les modèles théoriques propres des documents de planification stratégique, mais dans la réalité éprouvante, peu glamour et dépendante de la logistique des opérations de combat prolongées, j'ai constamment constaté une chose. Les coups les plus décisifs dans la guerre moderne ne sont pas ceux qui détruisent les armes, ce sont ceux qui détruisent les systèmes permettant d'utiliser ces armes. Détruisez un avion de chasse, et vous avez éliminé un appareil. Détruisez l'infrastructure de carburant qui soutient toute une force aérienne. Et vous avez éliminé chaque sortie que cette force aérienne aurait effectuée aussi longtemps que cette infrastructure demeure non fonctionnelle. L'Iran a compris ce principe et l'a appliqué avec une brutalité et une précision qui ont laissé l'armée de l'air de Tsahal, le joyau de la puissance militaire israélienne, l'instrument de dissuasion et de capacité offensive dont la doctrine stratégique israélienne dépend depuis 50 ans, clouée au sol sur le plan opérationnel. 400 sorties de F-35 annulées en un seul cycle opérationnel. 20 dépôts de carburant détruits dans tous les secteurs du réseau logistique israélien. Les chefs d'état-major de Tsahal se repliant dans l'infrastructure de bunkers renforcés sous la Kiryat, alors que les implications stratégiques de ce qui vient de se produire deviennent impossibles à gérer depuis la surface. Voilà à quoi ressemble la fin de la supériorité aérienne. Pas un combat aérien, pas un duel de missiles, mais un camion-citerne qui arrive vide. Dans l'analyse qui suit, nous allons répondre aux questions que la couverture médiatique dominante n'est pas équipée pour traiter. Comment l'Iran a-t-il localisé et détruit simultanément les 20 installations de dépôt de carburant d'Israël, un réseau précisément conçu pour être dispersé, dissimulé et renforcé contre ce type exact d'attaque? Et que nous dit la préparation du renseignement nécessaire à l'exécution de ce ciblage sur la profondeur de la planification stratégique iranienne? Que signifie réellement, sur le plan opérationnel, l'annulation de 400 sorties de F-35? Quelles missions ont été perdues? Quelles capacités défensives ont été dégradées? Et à quelle vitesse l'absence de couverture aérienne se traduit-elle par des conséquences au sol? Pourquoi les chefs de Tsahal se sont-ils repliés dans des infrastructures de bunkers plutôt que de gérer cette crise depuis leur poste de commandement habituel? Et que révèle cette décision sur l'évaluation faite au plus haut niveau du leadership militaire israélien concernant la suite des événements? Et lorsque la force aérienne tactique la plus capable du Moyen-Orient a été clouée au sol par une pénurie de carburant, que fait l'Iran de la supériorité aérienne qu'il vient d'obtenir par défaut? Maintenant, examinons tout cela en détail. Le défi opérationnel que l'Iran a résolu en exécutant cette campagne n'était pas principalement un problème d'armement. Les armes, une combinaison de missiles de croisière Caliber, de munitions rôdeuses Shahed et de missiles balistiques Fatah, employés dans un dispositif de frappe coordonnée et multiplateforme, étaient adéquates pour la tâche de destruction une fois le problème du ciblage résolu. Le problème du ciblage était la partie véritablement difficile.
Et le fait que l'Iran l'ait résolu assez complètement pour obtenir la destruction simultanée des 20 installations du réseau israélien de dépôts de carburant en une seule nuit opérationnelle représente une réussite en matière de renseignement et de planification dont l'importance rivalise avec l'exécution de la frappe elle-même. Le réseau militaire israélien de stockage et de distribution de carburant n'avait pas été conçu pour être facile à trouver ou facile à détruire. Les 20 installations qui constituent ce réseau ont été développées au fil des décennies avec la dispersion comme principe central de conception. Elles ont été réparties dans les secteurs nord, centre et sud du pays, précisément pour garantir qu'aucune frappe unique ou aucun groupe de frappe ne puisse éliminer tout le réseau simultanément. Les installations individuelles ont été construites avec une dissimulation par couverture supérieure, des signatures de surface minimale et un positionnement dans des zones industrielles et commerciales existantes, précisément pour compliquer leur identification à partir d'images satellites. Leurs emplacements précis faisaient partie des secrets de sécurité opérationnelle les plus soigneusement protégés du système logistique de Tsahal. La base de données de ciblage que les planificateurs opérationnels iraniens ont apportée à cette campagne reflétait des années de collecte systématique de renseignements dans plusieurs disciplines. L'analyse d'images satellites commerciales a suivi les schémas de déplacement des camions-citernes militaires, les véhicules qui s'approvisionnent dans les dépôts et distribuent le carburant aux bases aériennes et aux positions avancées, afin de construire une carte probabiliste des emplacements des dépôts à partir des routes empruntées par ces véhicules au fil du temps. La collecte de renseignements d'origine électromagnétique a identifié les émissions électroniques associées au système de gestion des dépôts et aux équipements de surveillance des quantités de carburant, des sources de renseignements humains au sein du secteur commercial israélien du carburant, qui interagit avec la logistique militaire à plusieurs points de la chaîne d'approvisionnement, ont fourni des données de localisation et d'exploitation qui ont corroboré et affiné le tableau obtenu par les moyens techniques. Le résultat a été une base de données de ciblage suffisamment complète pour soutenir une campagne de frappe contre les 20 installations simultanément. Elle éliminait la possibilité que des installations survivantes redistribuent du carburant pour compenser celles qui avaient été détruites. Elle éliminait aussi la possibilité qu'une alerte en temps réel sur les frappes contre les premières installations déclenche des mesures d'urgence de dispersion ou de protection dans les autres. L'exécution simultanée n'était pas simplement avantageuse sur le plan opérationnel. Elle était stratégiquement essentielle et le fait que l'Iran l'ait réalisée reflète un niveau de planification, de discipline et d'intégration du renseignement que la communauté analytique occidentale n'avait pas publiquement évalué comme atteint. Le dispositif de frappe lui-même a assigné des armes précises à des installations précises en fonction des caractéristiques de durcissement et des exigences de destruction de chaque cible. Les plus grandes installations, les principaux carrefours de distribution desservant les bases aériennes des secteurs nord et centre, ont reçu des missiles de croisière Caliber, équipés d'ogives pénétrantes conçues pour vaincre la protection supérieure en béton, armés des structures de stockage de carburant renforcées avant de détonner. Les installations de taille moyenne ont reçu des munitions rôdeuses Shahed, 2, 3, 8 à réaction, en paquets coordonnés de 4 à 6 armes par installation, suffisamment pour détruire les réservoirs de stockage, l'infrastructure de pompage et les collecteurs de distribution qui, ensemble, constituent un dépôt de carburant fonctionnel. Les plus petites installations avancées ont reçu des armes de précision unique suffisantes pour des structures sans durcissement important et représentant une allocation efficace d'un dispositif de frappe limité contre un ensemble complet de cibles. L'évaluation post-frappe a confirmé la destruction de 19 des 20 installations ciblées dans les 2 premières heures de la campagne. La 20. Située à proximité d'un complexe hospitalier civil d'une manière qui limitait les paramètres d'emploi des armes, a subi des dommages importants qui l'ont rendu non opérationnel sans destruction structurelle complète. Le résultat effectif sur l'ensemble du réseau était identique, l'élimination totale de la capacité militaire de distribution de carburant qui soutient les opérations de l'armée de l'air israélienne. Les incendies résultant de la destruction des stocks de carburant ont brûlé simultanément à plusieurs endroits pendant une durée allant de 8 à 22 heures, selon le volume de carburant stocké dans chaque installation au moment de la frappe. La signature thermique agrégée de 20 incendies simultanés de dépôts de carburant à travers toute la largeur géographique d'Israël était visible sur les images satellites en orbite terrestre basse. Les colonnes de fumée des plus grands incendies, les principaux carrefours de distribution du secteur central, ont atteint des altitudes qui ont perturbé le trafic aérien civil dans l'est de la Méditerranée pendant les 18 heures suivantes.
L'ampleur physique de ce qui avait été détruit était impossible à dissimuler et impossible à mal interpréter. L'annulation de 400 sorties de F-35 en un seul cycle opérationnel est un chiffre qui nécessite un contexte pour être pleinement compris. Le nombre lui-même, bien que frappant, sous-estime la conséquence opérationnelle de ce que ces 400 sorties représentaient dans l'architecture défensive et la planification des capacités offensives de Tsahal. Le F-35 Yadir n'est pas simplement un avion dans le cadre opérationnel de Tsahal. C'est un système, une combinaison intégrée de caractéristiques furtives, de fusion de capteurs, de systèmes de guerre électronique et de capacités de frappe de précision. Il accomplit des fonctions qu'aucune autre plateforme de l'inventaire israélien ne peut reproduire. L'annulation de 400 sorties ne signifie pas simplement que 400 vols n'ont pas eu lieu. Cela signifie que 400 missions précises, chacune planifiée, présentée et préparée pour exécution, ont été suspendues parce que le carburant nécessaire à leur exécution n'existait pas. Comprendre quelles étaient ces missions exige de comprendre comment Tsahal emploie sa flotte de F-35. Environ 35% des sorties de F-35 prévues dans un cycle opérationnel donné sont consacrées à la supériorité aérienne et aux missions défensives de contre-aviation, les vols qui maintiennent le contrôle israélien de l'espace aérien au-dessus de son territoire et de ses approches. Ces missions fournissent l'image radar, la suppression de guerre électronique et la capacité d'interception qui constituent la couche de défense active au-dessus des systèmes passifs de défense antimissiles. Lorsque ces sorties sont annulées, l'image aérienne défensive se dégrade immédiatement et directement. Les trous de couverture radar qui en résultent créent des fenêtres par lesquelles des menaces entrantes peuvent approcher sans le délai d'alerte dont les systèmes d'interception ont besoin pour engager efficacement. Environ 25% des sorties de F-35 prévues sont consacrées à des missions de frappe en profondeur contre des cibles de grande valeur au Liban, en Syrie et au-delà, les opérations offensives qui dégradent les capacités adverses avant qu'elles puissent être employées contre des cibles israéliennes. Ces missions représentent la composante offensive de la dissuasion israélienne, la capacité qui oblige les planificateurs militaires adverses à calculer le coût de l'action face à la certitude de représailles israéliennes. Lorsque 100 sorties de frappe en profondeur sont annulées en un seul cycle, les cibles auxquelles ces sorties étaient assignées survivent jusqu'à leur prochaine occasion d'emploi. Les batteries de roquettes du Hezbollah qui devaient être frappées restent opérationnelles. Les installations de stockage d'armes fournies par l'Iran qui figuraient sur la liste de frappe restent intactes. L'accumulation de missions de frappe annulées n'est pas un inconvénient temporaire. C'est une dégradation cumulative de la posture de dissuasion dont dépend la sécurité israélienne. Les missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, soit environ 20% de l'allocation des sorties de F-35, fournissent les données de ciblage, évaluation des dommages de combat et l'image opérationnelle qui éclaire tous les autres éléments de la planification militaire de Tsahal. Lorsque ces missions sont annulées, l'image du renseignement se dégrade précisément au moment où les forces adverses exploitent le plus activement la vulnérabilité créée par la destruction du système de carburant. La prise de décision à tous les niveaux de la structure de commandement de Tsahal devient moins informée, moins rapide et moins fiable à mesure que l'écart en matière de renseignement, surveillance et reconnaissance s'élargit. Les missions d'appui aérien rapprochées, les 20% restants de l'allocation des sorties annulées, représentent la perte la plus immédiatement lourde de conséquences pour les forces terrestres. La doctrine des opérations terrestres de Tsahal repose sur l'hypothèse d'un appui aérien, rapproché continu et réactif fourni par des F-35, capable d'atteindre n'importe quel point du champ de bataille en quelques minutes après l'appel. Les commandants des forces terrestres planifient leurs opérations avec cette hypothèse intégrée à chaque élément de leur calcul tactique. Lorsque cette hypothèse disparaît, lorsque la demande d'appui aérien rapproché reste sans réponse parce que l'avion qui devait l'exécuter est immobilisé sur une ligne de vol avec des réservoirs vides, les commandants au sol se retrouvent soudainement dans un environnement tactique que leurs hypothèses de planification ne les avaient pas préparés à affronter. L'arithmétique des réserves de carburant qui sous-tend la décision d'annuler les sorties reflète un triage calculé plutôt qu'un simple épuisement des ressources. L'inventaire de carburant d'aviation de Tsahal, puisant dans les réserves conservées sur les bases aériennes elles-mêmes, plutôt que dans le réseau de dépôts détruit, représente une ressource finie et non renouvelable dans l'environnement logistique actuel.
La décision d'annuler 400 sorties n'a pas été prise parce qu'il ne restait absolument aucun carburant. Elle a été prise parce que les commandants opérationnels responsables de gérer les réserves restantes ont calculé qu'une consommation au rythme normal des sorties provoquerait un épuisement total du carburant en moins de 72 heures et que préserver une réserve opérationnelle minimale pour les missions défensives les plus critiques était stratégiquement préférable à maintenir le rythme normal des sorties pendant 72 heures pour ensuite ne plus rien avoir. C'est la décision d'une force aérienne qui sait qu'elle est en train de mourir et qui choisit comment mourir le plus lentement possible. Pour avoir étudié le comportement du commandement sous stress opérationnel, je peux vous dire que la décision de la haute direction militaire de quitter des installations de commandement en surface pour se relocaliser dans des infrastructures de bunkers souterrains renforcés n'est pas une simple mesure de protection routinière, c'est un signal que les commandants qui le donnent savent qu'il sera interprété comme tel. Et le contenu de ce signal mérite d'être examiné attentivement parce qu'il révèle davantage sur l'évaluation réelle de Tsahal quant à sa situation stratégique actuelle que n'importe quel communiqué officiel. Le complexe de la Kiria, au centre de Tel Aviv, quartier général en surface de l'état-major général de Tsahal et lieu de travail habituel de la haute direction militaire israélienne, a été le centre de commandement de toutes les grandes opérations militaires israéliennes depuis des décennies. Son abandon au profit d'installations alternatives souterraines renforcées reflète une évaluation de menace qui a franchi un seuil précis, le seuil où la haute direction juge que le risque pour la continuité du commandement, si elle reste dans des installations en surface, dépasse le coût opérationnel des communications dégradées, de la capacité réduite du personnel et de l'impact psychologique du fonctionnement depuis un bunker. Quelle évaluation de menace produit cette conclusion ? La destruction de 20 dépôts de carburant en une seule nuit, démontrant que la base de données de ciblage iranienne comprend des données de localisation exactes pour des infrastructures militaires hautement protégées et dispersées à travers tout le pays, implique que l'emplacement de la Kiria, malgré son statut de l'un des secrets les mieux protégés de la sécurité opérationnelle israélienne, pourrait aussi être représenté avec exactitude dans cette base de données. L'implication n'est pas confortable. Et elle ne peut pas être écartée en récitant les spécifications de durcissement de la Kiria. Un missile de croisière Caliber portant une ogive pénétrante et guidé à quelques mètres d'un point d'impact désigné ne se soucie pas de spécifications de durcissement conçues pour vaincre des armes moins capables. La relocalisation en bunker reflète aussi un calcul de continuité des communications et du commandement. Si la Kiria est frappée et que son infrastructure en surface est détruite alors que la haute direction s'y trouve, la perturbation du commandement et du contrôle de Tsahal au plus haut niveau pourrait être catastrophique et irréversible dans le cadre temporel de la situation opérationnelle actuelle. Se déplacer sous terre préserve l'infrastructure de commandement, les personnes, les systèmes de communication et la capacité de décision dont Tsahal a besoin pour gérer ce qui viendra ensuite, peu importe ce qui arrive aux structures physiques situées au-dessus. La réaction de Washington à la relocalisation en bunker était elle-même révélatrice de la gravité de l'évaluation en cours. Les attachés de défense américains et les officiers de liaison qui maintiennent une présence continue au sein des structures de commandement israéliennes se sont relocalisés avec leurs homologues israéliens, une décision qui reflète une évaluation américaine du niveau de menace conforme à celle d'Israël. Lorsque des officiers militaires américains se trouvent dans des bunkers aux côtés des chefs d'état-major de Tsahal, le langage diplomatique sur les évaluations en cours et les options en développement prend une autre dimension. Les personnes chargées de gérer cette situation ont déjà conclu qu'elle est assez grave pour nécessiter les dispositifs de commandement les plus protecteurs disponibles. L'impact psychologique de la relocalisation en bunker de la haute direction se propage dans la hiérarchie de commandement d'une manière qui affecte la performance opérationnelle à tous les niveaux. Lorsque les soldats et les officiers d'un établissement militaire savent que leurs plus hauts dirigeants se sont repliés sous terre, le message implicite sur la gravité de la menace actuelle est reçu et traité par chaque membre de cette institution. L'effet n'est pas uniforme.
Les organisations militaires professionnelles disposent de mécanismes culturels pour gérer l'impact moral des développements opérationnels défavorables. Mais il est réel et il s'ajoute aux conséquences opérationnelles directes de la destruction du système de carburant d'une manière qui n'apparaît pas dans les calculs logistiques, mais qui est tout aussi importante pour déterminer la performance de Tsahal dans les jours à venir. Ce qui me frappe le plus dans le contraste entre l'exécution de cette campagne par l'Iran et le fait que Israël ait subi cette campagne, c'est ce qu'il révèle sur la différence entre une puissance militaire réellement possédée et une puissance militaire effectivement louée auprès d'un protecteur externe. Les forces iraniennes qui ont planifié et exécuté la campagne de destruction des dépôts de carburant l'ont fait avec des armes soit produites nationalement, soit reçues dans le cadre de partenariats bilatéraux que l'Iran a cultivés selon ses propres conditions stratégiques. La collecte de renseignements qui a produit la base de données de ciblage a été menée par des moyens iraniens fonctionnant selon les priorités du renseignement iranien. La planification de mission a été menée par des planificateurs opérationnels iraniens appliquant une doctrine stratégique iranienne. L'exécution a été réalisée par des soldats et des officiers iraniens combattant pour des objectifs stratégiques iraniens. À chaque étape de cette opération, depuis la collecte initiale de renseignements il y a des années jusqu'à l'impact final des missiles la nuit dernière, l'Iran a été l'auteur de sa propre action militaire d'une manière qui porte une signification à la fois opérationnelle et psychologique. Les F-35 Yadir, immobilisés sur les lignes de vol israéliennes avec des réservoirs vides, sont une réalité d'une autre nature. Il compte parmi les avions tactiques les plus capables jamais construits, de véritables réussites impressionnantes de l'ingénierie aérospatiale américaine, dont les caractéristiques de performance dépassent celles de tout adversaire potentiel actuellement en service iranien. Mais leur présence sur les lignes de vol israéliennes dépend d'une décision américaine de les vendre. Leur mise à jour logicielle, qui détermine toute l'étendue de leur capacité opérationnelle, passe par des chaînes d'approvisionnement américaines selon un calendrier américain soumis à des décisions politiques américaines. Leurs munitions les plus avancées exigent des approbations d'exportation américaines pour être transférées. Et le carburant qui les maintient en vol provenait d'un réseau de dépôts qui est maintenant détruit parce que la capacité de renseignement et de frappe que l'Iran a mobilisée contre lui a dépassé ce que l'architecture de défense conçue par les États-Unis pour le protéger était bâtie pour vaincre. Les F-35 de Tsahal sont cloués au sol, non pas parce qu'ils sont des avions inadéquats, ils ne le sont pas, mais parce que le système logistique qui les soutient a été construit sur des hypothèses concernant l'environnement de menace que l'Iran vient maintenant d'invalider. Cette invalidation n'a pas exigé de vaincre le F-35 en combat aérien. Elle a exigé de détruire les dépôts de carburant qui rendent les opérations du F-35 possibles. Et détruire ces dépôts n'a exigé rien de plus que les armes de précision que l'Iran a construites ou acquises, la base de données de ciblage que l'Iran a assemblée au fil d'années de patient travail de renseignement et la volonté opérationnelle d'utiliser les deux sans qu'aucun de ces éléments ne nécessite la permission américaine, les chaînes d'approvisionnement américaines ou le consensus politique américain. Mon évaluation des conséquences stratégiques de la force aérienne israélienne clouée au sol dépasse largement le tableau opérationnel immédiat, parce que l'absence temporaire ou prolongée de domination aérienne israélienne sur le théâtre moyen-oriental crée un vide dont les implications touchent toutes les dimensions de l'équilibre régional des puissances, l'ordre mondial organisé autour de la primauté militaire américaine depuis 3 décennies. La puissance aérienne israélienne a été l'instrument par lequel les États-Unis ont projeté un type précis d'ordre régional, un ordre dans lequel les acteurs hostiles aux intérêts américains et israéliens se voient constamment rappeler que le coût de certaines actions inclut la certitude de frappe aérienne israélienne contre leurs actifs militaires les plus précieux. Cette fonction de dissuasion dépend entièrement du fait que la puissance aérienne israélienne soit crédiblement opérationnelle. Lorsque 400 sorties sont annulées et que les chefs de Tsahal sont dans des bunkers, le signal de dissuasion que la flotte de F-35 transmet normalement est remplacé par un autre signal que chaque planificateur militaire de la région lit et intègre actuellement à ses évaluations opérationnelles. À Moscou, la réponse est mesurée et délibérée.
La contribution russe à la capacité militaire iranienne, les transferts technologiques, la couverture diplomatique, le soutien à la navigation satellitaire a produit un rendement stratégique dont la valeur est calculée en temps réel par rapport à l'investissement qu'il a généré. Le clouage au sol de l'armée de l'air de Tsahal représente une dégradation de la présence militaire occidentale au Moyen-Orient, une dégradation qui réduit les contraintes opérationnelles pesant sur les options stratégiques russes dans les théâtres adjacents. Moscou n'a pas besoin d'agir pour bénéficier de ce résultat. Il lui suffit de maintenir sa posture actuelle pendant que les conséquences de ce que l'Iran a accompli continuent de se déployer. À Pékin, le calcul se concentre sur le précédent établi par le ciblage du système de carburant comme méthode pour clouer au sol une force aérienne avancée sans engagement direct terrestre. Les planificateurs militaires chinois ont massivement investi dans le développement de capacités d'interdiction d'accès et de déni de zones conçues pour empêcher la puissance aérienne américaine d'opérer efficacement dans le Pacifique occidental. La démonstration qu'une puissance régionale peut clouer au sol une force aérienne soutenue par une superpuissance grâce à la destruction systématique de son infrastructure de carburant, sans engager cette force aérienne dans le combat aérien pour lequel elle a été conçue, fournit un modèle dont les applications dans d'autres théâtres sont. Pour la communauté internationale élargie, la signification tient à la démonstration que la supériorité aérienne, la capacité militaire qui a soutenu la projection de puissance américaine et occidentale pendant 70 ans, peut être neutralisée par un ciblage logistique qui ne nécessite pas de vaincre les avions eux-mêmes. L'implication pour chaque institution militaire qui organise actuellement son architecture de sécurité autour de l'hypothèse de la domination aérienne américaine est profonde et inconfortable. Cette domination est réelle lorsque le système logistique qui la soutient est intact. Et elle disparaît lorsque ce système est systématiquement détruit par un adversaire disposant des armes de précision, de la préparation du renseignement et de la volonté opérationnelle de le cibler. Le Moyen-Orient, qui existait avant cette campagne, organisé autour de la présence dissuasive d'une force aérienne israélienne pleinement opérationnelle appuyée par l'aviation embarquée américaine, n'est pas le Moyen-Orient qui existe ce matin. Le vide de supériorité aérienne que l'Iran a créé en détruisant 20 dépôts de carburant ne persistera pas indéfiniment. Les réserves de carburant finiront par être reconstituées par toutes les voies improvisées qui pourront être mises en place. Les installations de dépôt finiront par être reconstruites, les sorties de F-35 finiront par reprendre, mais la démonstration que ce vide peut être créé, que la force aérienne tactique la plus capable de la région peut être clouée au sol en une seule nuit opérationnelle par le ciblage du système de carburant, constitue un ajout permanent au savoir stratégique de toutes les institutions militaires qui observent ces événements. Ce savoir ne disparaît pas lorsque les camions-citernes recommencent à rouler. 20 dépôts de carburant, 400 sorties annulées, les chefs de Tsahal dans des bunkers. Ce ne sont pas les images dramatiques de défaites militaires qui font les unes. Pas d'avions en feu, pas de pilotes abattus, pas de bataille décisive gagnée ou perdue au sens traditionnel. C'est quelque chose de plus silencieux et de plus lourd de conséquences. L'élimination systématique du fondement opérationnel qui rend possible la puissance aérienne israélienne, exécutée en une seule nuit par un adversaire qui comprenait mieux la cible que les défenseurs ne comprenaient leur propre vulnérabilité. En 30 ans d'analyse militaire, j'ai vu des forces aériennes perdre des avions et se rétablir. J'ai vu des bases être frappées et reconstruites. J'ai vu des structures de commandement être perturbées, puis reconstituées. Ce que je n'avais pas encore vu jusqu'ici, c'est la destruction complète et simultanée de l'infrastructure de carburant soutenant toute une force aérienne avancée, exécutée avec la précision et l'ampleur nécessaires pour obtenir le résultat que l'Iran a obtenu la nuit dernière. C'est une première, et les premières dans l'histoire militaire ont tendance à être répétées, raffinées et appliquées dans d'autres théâtres par d'autres acteurs qui ont observé l'exécution initiale et compris ses implications. La question qui compte maintenant n'est pas de savoir si Tsahal peut éventuellement récupérer sa capacité d'opération aérienne. Elle le peut avec du temps et du réapprovisionnement. La question est de savoir ce que l'Iran fait du vide de supériorité aérienne qu'il a créé pendant la période précédant cette récupération, et si la fenêtre d'occasion ouverte par 20 dépôts de carburant détruit est assez large et assez longue pour que les objectifs stratégiques ayant motivé cette campagne soient avancés au-delà du point où le rétablissement de
La puissance aérienne israélienne pourrait les renverser? Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.